Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. Et je vous remercie pour votre fidélité. À notre émission d'aujourd'hui, nous allons évoquer les droits du patient dans l'hôpital, mais peut-être aussi les droits des personnels des hôpitaux. Je vous retrouve avec mon invité dans quelques instants après notre générique. Eh bien, mon invité est M. Alain Hazelwood. Vous êtes médiateur à l'hôpital Erasme. La première question que j'ai envie de vous poser, parce que je ne savais pas que ça existait, moi, des médiateurs dans les hôpitaux, dites-nous un peu en quoi consiste votre tâche. Que fait un médiateur dans un hôpital, et en particulier à l'hôpital Erasme que vous connaissez bien? C'est la loi du 22 août 2002 qui précise quels sont les droits du patient et qui formalise la fonction de médiateur dans les hôpitaux. Elle la formalise d'ailleurs en la rendant obligatoire dans tous les hôpitaux de Belgique. Donc tous les hôpitaux ont un médiateur, au moins un. Au moins un, ils peuvent l'avoir en partenariat ou l'avoir exclusivement pour eux, cette faculté leur est laissée, mais dans la loi, il est stipulé quelle est la dizaine de droits que les patients peuvent revendiquer auprès du médiateur. Et l'on peut là en citer quelques-uns, je dirais le droit à la protection de sa vie privée, le droit à des prestations de soins de santé de qualité dans le respect de son autonomie, mais aussi sans aucune distinction quelle qu'elle puisse être, le libre choix du praticien, le droit d'avoir un dossier médical soigneusement tenu à jour et en lieu sûr, le droit d'être soulagé dans ses douleurs, le droit de déposer une plainte auprès du médiateur, le droit de se faire je dirais, mandaté ou de se faire assister par une personne de confiance. Tous ces droits sont stipulés dans la loi et si le patient estime qu'un de ces droits n'a pas été respecté, il vient en faire part au médiateur de l'établissement dans lequel il s'est fait soigner. Est-ce que les droits philosophiques sont reconnus? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui ne souhaiterait pas recevoir une assistance religieuse peut refuser une assistance religieuse? Je pense, par exemple, à un hôpital catholique. C'est exact. Ceci ne fait pas partie de la loi sur les droits du patient, mais cette disposition est antérieure puisqu'il y a eu en son temps des directives du ministère fédéral de la Santé publique concernant l'accès au ministre des cultes. Et dans chaque hôpital, chaque patient peut faire le choix d'avoir une assistance, qu'elle soit d'ailleurs religieuse ou pas, ou de ne pas avoir d'assistance de ce type. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, au fond, vous qui êtes dans le concret quotidien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus fréquemment, d'ordre financier, d'ordre spécifiquement médical? Quelles sont les questions que les patients viennent poser au médiateur? Il en est de plusieurs ordres, mais on peut dire en premier lieu une difficulté de comprendre l'intervention qui a eu lieu, que ce soit une intervention chirurgicale, un examen, un traitement médical. Pourquoi? Parce que les médecins ne disent pas assez ce qui s'est passé? Si, mais je pense qu'il existe un fossé entre, d'une part, la connaissance du corps humain par le patient et, d'autre part, la connaissance de ce même corps humain par le médecin. Et en plus, la spécialisation de la médecine fait qu'en milieu hospitalier, vous aurez affaire à un médecin qui connaît excessivement bien la petite partie de votre anatomie pour laquelle vous êtes venu le consulter. En particulier dans un hôpital universitaire comme Erasme. Je ne vous le fais pas dire. Et donc, on peut comprendre qu'il y a une difficulté de relation pour pouvoir expliquer ce que quelqu'un a mis 15 années à étudier à quelqu'un qui n'en a peut-être absolument aucune idée parce qu'il n'a aucune formation dans ce domaine scientifique. Donc, incontestablement, la communication entre les deux acteurs se heurte à ce fossé qui peut exister. Mais est-ce qu'il ne suffit pas, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'il ne suffit pas que le patient dise au médecin « Écoutez, docteur, je ne comprends pas ce que vous me dites, expliquez-moi ça simplement ». Je pense que ça arrive à plusieurs reprises, mais on peut aussi comprendre la difficulté
que peut avoir un médecin dans un laps de temps parfois très court, d'expliciter entièrement les causes du mal, l'évolution, le pronostic, les alternatives. Le temps d'une consultation est souvent compté et ce n'est pas évident à expliquer. Personnellement, dans mes recommandations, on pourra y venir plus tard, je recommande aux praticiens professionnels et en ce compris aux médecins d'expliciter aux patients avec un graphe d'anatomie permettant de mieux comprendre l'organe malade et ce que l'on va y faire. Alors j'évoquais les questions financières. Est-ce qu'il y a souvent des difficultés propres à la rétribution du médecin, de l'infirmière, de l'hôpital? Est-ce que ce sont des questions qui vous sont souvent soumises? C'est exact, elles me sont souvent soumises, d'une part parce que la loi précise que le médiateur est compétent lorsque le patient n'a pas été sollicité en vue d'obtenir son consentement par rapport à des répercussions financières de certains traitements et de certaines alternatives. La loi ne dit pas que le médiateur est compétent pour la facturation, pour la tarification, pour le contentieux, pour les contestations. Bon, il se fait que par un amalgame, la loi n'est pas toujours bien connue. On vient frapper à ma porte pour des questions de facturation et de tarification. Dans un certain nombre de cas, j'essaye d'intervenir quand, manifestement, entre le dit service de facturation et le patient, les relations ne sont pas au beau fixe. Mais en général, j'essaye de favoriser la communication entre ce service qui dispose d'un guichet et d'un call center pour donner toutes les explications nécessaires à l'établissement d'une facture et à son paiement. Est-ce qu'il vous arrive parfois qu'une femme vienne se plaindre parce qu'elle ne peut pas être vue par un médecin femme? Est-ce que ce genre de situation se produit, par exemple, à l'hôpital Erasme? C'est très rare. D'abord parce que la majorité des consultations sont planifiées. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez un rendez-vous en vue d'obtenir une consultation, comme je l'ai dit, un des droits, c'est le libre choix du praticien. Et donc, la patiente peut demander par qui elle veut être examinée. Oui, mais il y a le problème des urgences aussi. Alors, en cas d'urgence, le patient doit accepter que c'est le médecin qui est disponible au moment de l'urgence qui viendra l'examiner. Que celui-ci soit un homme ou une femme, c'est l'urgence qui prime sur le choix du patient. Alors, je le disais d'entrée de jeu, il y a des droits pour le patient. Y a-t-il aussi des droits pour les personnels, médecins, infirmières, personnel technique, administratif, etc. On me fait souvent cette réflexion, je l'ai encore eue il n'y a pas tellement longtemps, où la direction de l'établissement ou certains membres du personnel me disent « c'est bien beau d'avoir des droits de patient, mais peut-être devrait-on aussi dire aux patients qu'il y a des droits et du respect à avoir pour le personnel de l'établissement ». J'essaye en général de rétablir la courtoisie entre les deux quand il y a eu un manquement de ce côté-là, mais il est bon de rappeler que le patient a aussi certaines obligations vis-à-vis de l'établissement, entre autres de respecter les rendez-vous, de respecter les accès et le respect des membres du personnel et des autres patients. Ma dernière question, Alain Ezelouet, est-ce que vous êtes beaucoup sollicité? Est-ce que cette charge que vous avez, elle vous prend toute la journée? Est-ce que tout le temps, vous êtes appelé par des patients pour régler des conflits, des différends? Alors l'emploi du temps se divise en deux grandes catégories. Il y a bien sûr les appels, les courriers qui me sont envoyés, les emails qui me sont adressés, mais il y a aussi un travail très important de recherche, je dirais, médico-légale, puisque nous devons aller vérifier régulièrement dans le cadre légal existant où se trouvent les limites d'un droit et de devoir. Et à ce sujet, je voudrais vous dire que je suis partisan d'une meilleure formation des médiateurs parce que je pense que la loi est pratiquement muette à ce sujet et nous sommes en train de mettre sur pied dans les prochains mois un projet de formation que nous soumettrons aux différentes autorités. Mais nous sommes effectivement souvent sollicités. Je peux vous dire, pour titre d'exemple, que j'avais 10 plaintes la première année et que j'en ai plus de 200 actuellement. Eh bien, je vous remercie, Alain Ezelouet, pour votre présence à notre émission de ce soir. Je crois qu'on a un peu mieux compris votre travail et aussi peut-être les droits des patients et des personnels dans les hôpitaux, en particulier à l'hôpital Erasme où vous travaillez. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À bientôt et bonne nuit.